Ce récit m'a littéralement laissé sans souffle, le cœur battant à 1000 à l'heure devant l'immensité écrasante d'un désert impitoyable. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, l'immersion dans cette aventure est totale. C'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier. C'est une plongée vertigineuse dans la dépossession de soi, une lutte viscérale pour échapper à l'étouffement du confort et se dissoudre dans l'immensité sauvage. Hypnotique. On y suit deux jeunes Genevois, Nicolas, mélancolique et observateur, et son ami Thierry Vernet, le peintre, solaire et moteur de l'action. On se retrouve instantanément jeté avec eux sur les routes poussiéreuses et cabossées des Balkans, au volant d'une minuscule Fiat 500, sans argent, bravant le froid glacial. Ils sont partis pour conquérir et dévorer le monde. Mais c'est le monde qui a fini par les consumer et les faire disparaître. C'est complètement insensé, non? Car s'ils cèdent à l'épuisement ou à la maladie dans ces contrées implacables, c'est la mort assurée, loin de tout repère. Alors, avant même d'arriver à ces moments de survie pure, je crois qu'il faut vraiment qu'on revienne sur le point de départ, en fait. Ouais, parce qu'on parle pas du tout de petites vacances bien planifiées, là. Ah non, pas du tout. Il y a une violence, un besoin presque physique de s'arracher à leur environnement. Pourquoi fuir un pays comme la Suisse avec tout ce confort et des familles aimantes? C'est la question fondamentale pour comprendre toute leur démarche. Faut s'imaginer la Genève des années 50. Très propre, très carré. Exactement. C'est d'une propreté clinique, très ordonnée, très protecteur en fait. Mais pour de jeunes esprits avides de vie, cette douceur devient terriblement étouffante. Une prison dorée en quelque sorte. Voilà. La perspective de rester là, c'est ce qu'ils considèrent comme la malédiction de la routine. Le destin est déjà gravé dans le marbre. On fait des études, on devient banquier ou bibliothécaire. C'est ça. On enfile son costume tous les matins et on attend doucement la fin de sa vie en accumulant du matériel, quoi. C'est cette mort à petit feu qu'il fuit comme la peste. Et en vrai, c'est fascinant quand on y pense aujourd'hui. À une époque où la moindre de nos escapades est calculée, sécurisée, tracée par GPS des mois à l'avance. Eux, ils partent complètement à l'aveugle. Mais oui, leur choix de départ semble relever d'une folie furieuse. Comment ils ont organisé ce périple concrètement? L'organisation défie toute logique, hein. C'est le triomphe absolu de l'imprudence volontaire. Le projet est colossal. Ils veulent partir pour 2 ans jusqu'aux Indes. Avec très peu d'argent, je suppose. Ils ont en poche de quoi tenir 4 mois à peine. Et le moyen de transport en dit long sur leur état d'esprit. Pas de bateau ou d'avion. Rien de tout ça. À cette époque, si on avait les moyens, on prenait un paquebot luxueux. Eux, ils optent pour une vieille Fiat Topolino. Une minuscule voiture de ville. C'est ça. Avec un moteur dérisoire, totalement inadapté aux routes rocailleuses et aux montagnes qu'ils vont devoir franchir. Donc c'est pas par dépit qu'ils voyagent comme ça, c'est vraiment un choix délibéré de la frugalité. Absolument. Cette petite voiture devient le symbole de leur rébellion. C'est l'apprentissage d'une précarité volontaire. Une façon d'aborder le monde par le bas, en fait. Exactement. En se délestant du filet de sécurité financier, ils s'interdisent d'être des touristes occidentaux qui regardent la misère depuis le balcon d'un hôtel. Ils plongent directement dans le réel. Voilà. Ils vivent comme des vagabonds, mais des vagabonds méthodiques. Et ça donne lieu à des situations incroyables dès le début. Comment ils font pour survivre au quotidien une fois l'argent épuisé? C'est là que le travail acharné commence. Faut s'imaginer l'épuisement. Conduire toute la journée sur des pistes défoncées, rafistoler la mécanique sans cesse. Et le soir, j'imagine que c'est pas le grand luxe. Le soir, ils dorment dans des chambres sordides, souvent infestées de puces, surtout en Macédoine. Et le lendemain, on se repose pas. Faut bosser pour payer le repas suivant. Ils utilisent leur talent artistique, non? Ouais. Thierry sort ses pinceaux et tente de vendre des scènes locales. Nicolas sort son accordéon et joue dans des cafés ou des mariages. Ça, c'est un détail incroyable. En traversant la Yougoslavie et les Balkans, on a vraiment l'impression que la musique, c'est pas juste un passe-temps, c'est un outil de survie. C'est bien plus qu'un outil, hein. C'est un véritable passeport. Il faut se remettre dans le contexte géopolitique de l'époque. Les Balkans sont sous un joug communiste sévère. Donc une atmosphère très lourde, très surveillée. Très méfiante, ouais. Et dans ce climat de plomb, la musique ouvre des portes qui resteraient fermées à de simples étrangers. Ça brise la glace. Complètement. Quand ils jouent, les barrières s'effondrent. Les chants sauvages, les rythmes que Nicolas accompagne, ça devient un espace de liberté indicible. Une façon de défier le régime en silence, en fait. Et ça nous mène à un passage qui m'a scotché. Cette fameuse nuit chez les Tziganes à Bogoyevo. Ah oui, ce moment est mythique. L'atmosphère est d'une intensité folle. Comment ils se retrouvent dans ce repère? C'est une immersion totale. L'arrivée dans ce campement est racontée avec un suspense palpable. C'est pas un village ouvert, c'est un lieu secret, farouche. On s'y glisse comme dans un terrier.
Et les musiciens là-bas, c'est pas pour le divertissement qu'ils jouent. Non, il joue avec une fureur désespérée, une énergie viscérale, comme si chaque note devait arracher le monde à sa propre pesanteur. Comme s'ils devaient se délivrer d'un poids intolérable. Mais ce qui est fou, c'est le choc technologique au milieu de cette scène fresque du temps. Ils ont une machine avec eux. Une anecdote vertigineuse. Ils ont emporté un magnétophone Nagra, C'était énorme à l'époque, ça, non? une merveille technologique suisse, robuste, très lourde. Fascinés par la musique, ils décident de l'enregistrer. Et après, ils leur font écouter. Voilà le moment de bascule. Ils remboguinent et repassent la bande à tout le campement. J'imagine le choc pour des gens qui avaient jamais vu ça, c'était le silence total. Tout l'inverse. C'est la stupeur d'abord, puis une explosion volcanique. Jamais ces gens n'avaient entendu leur propre musique jaillir d'une boîte. Le campement s'enflamme littéralement. Et Nicolas sort son appareil photo. Le flash déclenche un chaos absolu. Une vraie bagarre pour être sur la photo. Les jeunes filles se battent physiquement pour être au centre, des cris, des ongles qui griffent, des lèvres en sang. C'est un maelstrom de poussière, d'instruments et de rires tonitruants. Une sauvagerie magique, où la technologie agit comme un catalyseur d'émotions pures. C'est incroyable. On ressent la chaleur de la nuit. Mais on se doute bien que ce contact sans filtre avec le réel, ça peut pas durer éternellement sans un retour de bâton violent. Ah, ça oui. Quand l'environnement devient hostile, ça pardonne pas. Que se passe-t-il après les Balkans? L'euphorie laisse brutalement place à l'immobilité la plus angoissante. Ils arrivent en Iran et l'hiver s'abat sur eux comme un coup près. C'est pas un petit hiver européen, j'imagine. C'est une neige drue, implacable, qui gèle tout et bloque absolument toutes les routes. Les taux de glace se referment. Ils sont pris au piège à Tabriz pendant 6 longs mois. 6 mois bloqués. C'est là que le récit bascule dans une descente aux enfers très intime, très psychologique. L'agonie physique commence. Le froid est pénétrant. La chambre où ils trouvent refuge est misérable, glaciale. Et dans cette immobilité, le corps de Nicolas lâche. Il tombe gravement malade. On assiste à une destruction en règle du voyageur triomphant. Celui qui bravait la route est réduit à néant, grelottant de fièvre sous des couvertures crasseuses. Il pleure de douleur et de désespoir. Le contraste avec l'énergie du départ est terrifiant. Heureusement, il y a la présence vitale de Thierry. Cet ami solaire refuse de céder à la panique et maintient le cap. C'est terrible, cette vulnérabilité loin de chez soi. Mais cette maladie sert de révélateur mental pour Nicolas, il me semble. Vous touchez le cœur psychologique du voyage. Cloué au lit, toutes nos illusions de contrôle s'évaporent. Mais l'électrochoc vient de l'extérieur. Racontez-moi ça. Un jour, en se traînant hors de sa chambre, il se retrouve dans une gargote sombre où viennent se réfugier les porte-à-fée de Tabriz. Les porte-à-fée, ce sont ces travailleurs qui portaient des charges immenses sur le dos, c'est ça? Exactement. Des hommes écrasés par un labeur humain, vivant dans une misère indicible, bien loin de la précarité volontaire des deux Suisses. Et Nicolas les observe. Il observe ces hommes silencieux. Et pourtant, dans cette détresse absolue, ces portefaix trouvent la force d'offrir le peu qu'ils ont. Un fond de thé brûlant. Un instant de chaleur humaine, un regard de dignité inébranlable partagé avec cet étranger malade. Quelle claque! Face à cette générosité brute, ses propres plaintes ont dû lui paraître tellement dérisoires. C'est un miroir terrifiant. Il réalise que ces petits malheurs de jeunes Européens privilégiés ne valent rien face à l'immensité de cette condition humaine. C'est ce qu'il appelle l'usure du monde. L'usure du monde, l'expression est magnifique. Ça veut dire que c'est pas le voyageur qui consomme les paysages, mais le monde qui leur rabote de l'intérieur. La métaphore parfaite. Le monde agit comme du papier de verre sur l'ego du voyageur. L'arrogance, les peurs petites bourgeoises, tout est broyé. Et l'ancienne identité disparaît. C'est un processus extrêmement douloureux. Ces couches de protection pour accueillir la réalité dans toute sa brutalité. Et s'il y a bien un lieu qui incarne cette brutalité, c'est la prochaine étape. Ils pensaient avoir touché le fond à Tabriz, mais une fois la route dégagée, ils s'enfoncent vers le sud de l'Iran. Pourtant, on les avait prévenus. L'imam de Téhéran en personne avait tenté de les dissuader. S'engager sur cette route du sud à cette période, c'est pas un risque, c'est un acte de suicide. Cette route mène tout droit au désert du Lout. Rien que le nom donne des frissons. Comment il décrit cet endroit, hein? C'est plus qu'un simple désert de sable. On bascule dans un anti-monde. On parle plus du tout de voyage. C'est une lutte organique, primitive, contre un enfer à ciel ouvert.
La géographie elle-même semble nier l'existence. La chaleur y est tellement intense, réverbérée par la pierre, qu'elle finit par rendre physiquement aveugle, sur la moindre goutte de sueur. C'est le cauchemar absolu. Surtout avec leur vieille Fiat. C'est pas comme attendre une dépanneuse avec la clim allumée. La réalité mécanique les rattrape. La petite Topolino, essorée par des milliers de kilomètres, refuse de grimper des pentes escarpées sous ce soleil meurtrier. Le radiateur bout instantanément, j'imagine. Le métal de la carrosserie devient brûlant au point de cloquer la peau. Le moteur hurle à la mort en seconde vitesse. Mais que peuvent-ils faire? S'ils s'arrêtent, c'est fini. S'il reste bloqué là, il meurt. La seule option, c'est de descendre et de pousser cette carcasse bouillante dans les côtes. Et sous un soleil qui calcine le cerveau. C'est le paroxysme de la dépossession physique. L'épuisement devient total. Et c'est là qu'intervient le point de rupture ultime. Qui craque le premier? C'est Thierry. Thierry l'homme fort, le roc inébranlable de Tabriz. Il s'effondre et se met à pleurer d'épuisement au milieu de ce néant. Leur corps devait être dans un état pitoyable. À eux deux, ils ne pèsent plus qu'une centaine de kilos. Ce sont des spectres calcinés. Comment l'esprit humain parvient-il à ne pas devenir complètement fou dans un moment pareil? Y a-t-il un instinct qui prend le dessus? La seule issue, paradoxalement, c'est l'abandon total. Lutter, vouloir dominer l'environnement, c'est mourir plus vite. Faut tout lâcher? Faut laisser son identité, son passé, sa capacité de réflexion sur le bord de la route. C'est l'atteinte d'un état de tangence. Un état de tangence. On frôle la disparition de soi. Exactement. Le cerveau doit se vider. Ils doivent fusionner avec cet espace de mort, devenir eux-mêmes la poussière et la chaleur. L'usure du monde à son extrême limite. L'homme épuré jusqu'à l'os. Et c'est miraculeusement parce qu'ils acceptent ce point de quasi-non-existence qu'ils parviennent à traverser cette épreuve et à s'extirper de la fournaise. Ce niveau de résilience me fascine. Mais l'histoire prend une dimension totalement vertigineuse juste après cette sortie du désert. Leurs corps sont détruits, leurs esprits vidés, et soudain le décor change radicalement. La transition est brutale. Ils émergent de l'enfer plat pour se dresser face aux montagnes monumentales du Khyber Pass, la porte d'entrée vers l'Afghanistan. Le choc visuel total. Le paysage est décrit comme écrasant, une faille titanesque taillée dans la roche, surplombant tout ce qu'ils ont pu imaginer. Et c'est là, en contemplant cet abîme de pierre, qu'une réalisation sublime et glaçante traverse Nicolas. On pourrait croire qu'après avoir survécu à Tabriz et au Lout, le pire et le plus beau sont derrière eux. Qu'ils ont payé leur tribut. Mais non. Il comprend que la véritable métamorphose, le vertige absolu où l'on abandonne définitivement son nom pour se fondre dans les éléments, les attend là. Juste de l'autre côté de ce col afghan, tout ce qu'ils ont vécu avant, la précarité, la musique, le froid, le feu, Ce n'était qu'un déshabillage nécessaire, une préparation pour ce qui vient après. ça soulève d'ailleurs une ultime interrogation. Si l'usure du monde, si cette destruction de l'ego est nécessaire pour atteindre la liberté pure, que se passe-t-il au retour? Comment un esprit qui s'est dissous dans la poussière peut-il se réadapter aux règles étriquées, au béton de notre société moderne? C'est la grande tragédie et la beauté des voyageurs radicaux. Revenir est parfois plus dangereux que de partir. Véritable liberté, celle qui fait battre le cœur à rompre, n'existe qu'à l'instant précis où l'on accepte de perdre absolument tout ce qui fait notre identité. Pour comprendre comment on survit à un tel anéantissement et ce qu'on découvre de l'autre côté des montagnes, il n'y a pas d'autre choix. Il faut ouvrir ce livre. C'est une question de survie littéraire. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.